face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Myriam El Khomri, l'ancienne ministre du Travail, et l'une des premières signataires de l'appel solidaire Provoquons la chance. Dans cet épisode, Myriam revient sur sa jeunesse, sa passion pour le théâtre, ses études en fac de droit et les rencontres marquantes qui ont mis la politique sur son chemin, alors que rien, dans son histoire personnelle et familiale, ne l'y prédestinait. Bonjour Myriam, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Je te propose de me raconter le commencement, de commencer par là où tu es née, là où tu as grandi, quand tu es arrivée en France. Alors, je suis née en 78 à Rabat au Maroc. J'ai la chance d'avoir un papa qui est d'origine marocaine, une mère qui est d'origine française bretonne, tout particulièrement du Nord Finistère. Donc, je suis née à Rabat et j'ai grandi à Tanger, qui est une magnifique ville très cosmopolite dans le nord du Maroc. Et je suis venue en France parce que ma mère était prof d'anglais au lycée français de Tanger et avait demandé sa mutation en France. Et donc, nous sommes arrivés à Thouars dans les Deux-Sèvres quand j'avais 9 ans. Voilà, on y a passé une année. Et puis après, on a rejoint une partie de notre famille qui était déjà venue à Bordeaux. Et donc après, j'ai été à Bordeaux de l'âge de 10 ans jusqu'en 1999, donc jusqu'à 21 ans. Merci. Et alors, à partir de Bordeaux, comment ça s'est passé, les études J'étais plutôt bonne élève quand j'étais jeune. Très timide quand même au début. Et mes parents ont eu la bonne idée d'ailleurs de m'inscrire au théâtre pour vaincre ma timidité, ce qui a été une bonne chose. J'ai aussi été déléguée de classe. Alors certains y voient souvent un parcours vers après des fonctions d'élus. En l'occurrence, à l'époque, c'était pas forcément ça qui était identifié. J'ai beaucoup apprécié cette aventure-là. J'étais membre de la commission vie scolaire et on militait à l'époque pour que les portes dans les toilettes des filles aillent jusqu'au bout pour que les garçons ne puissent pas mettre leur tête derrière. Alors, j'ai pas vu les travaux réalisés, mais en tout cas, on avait obtenu un accord. Et donc, c'est la première décision, on va dire, un peu politique, collective, et j'en étais fière. Et comment ça s'est passé le début de la vie professionnelle alors après ces études par quoi tu es rentrée, des stages? Alors, ça serait mentir que de dire que le début de la vie professionnelle s'est fait après les études. Parce que j'ai toujours travaillé. J'ai travaillé dès l'âge de 16 ans avec mon père qui avait un petit magasin de photocopie à Bordeaux, place de la Victoire. Et donc, je l'aidais le mercredi et le samedi quand j'étais au lycée. Et quand j'ai eu mon bac à 17 ans, j'ai tenu une de ces deux boutiques. C'était déjà ça, ma vie professionnelle. Et donc, j'ai toujours travaillé et j'ai fait aussi pas mal de travaux agricoles, que ce soit le maïs, les vendanges. Voilà, je travaillais beaucoup. J'ai été hôtesse d'accueil, beaucoup dans des salons. Voilà, j'ai fait pas mal de choses, les inventaires. Enfin, j'ai assez souvent travaillé. En même temps, je faisais beaucoup de théâtre à l'époque. J'étais au conservatoire de Mérignac, donc plutôt du théâtre contemporain. Ça me prenait aussi près de 15 heures par semaine. Donc, et puis, il y avait les études, fac de droit. Donc, vie professionnelle qui a commencé dès l'âge de 16 ans. Et puis, quand je suis arrivée à Paris, donc j'ai fait ma maîtrise de droit et mon DESS de vie politique. Dans ce cadre-là, j'avais peu de réseau et donc il fallait... j'avais une conférence d'actualité sociale à mener avec d'autres collègues étudiants. Et là, on avait eu la chance, quand on était à la fac de Bordeaux, d'avoir eu Christiane Taubira, qui était venue intervenir devant nous.
Et vu qu'on n'arrivait pas de piston et qu'il fallait quand même qu'on fasse une conférence d'actualité avec des personnes un peu connues, on a fait preuve d'assez d'acharnement ou en tout cas de détermination, puisqu'on a réussi à faire une conférence d'actualité politique avec Christiane Taubira en 2000 sur la loi Kéran. Et puis après, il fallait trouver un stage de DESS. Donc là, toujours pas plus de pistons. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adressé 2 courriers à 2 ministres. Et le chef de cabinet de Claude Barthelone a bien voulu me répondre. Et j'ai eu un stage à la délégation interministérielle à la ville. Et je me suis occupée des rencontres entre la justice et la ville, ce qui m'intéressait énormément, puisque j'avais fait en plus un mémoire de maîtrise sur les maisons de justice et du droit. Donc, tout à fait cohérent par rapport à cela. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer un élu du 18e arrondissement. Et donc, mon premier job, on va dire en lien avec mes études, ça a été conseillère technique dans le 18e arrondissement, sur les sujets à l'époque d'affaires scolaires, d'insertion des jeunes, de prévention et sécurité. Donc, je n'avais pas un parcours politique à la base. À la base. À la base. Et est-ce que, en termes de chances de rencontre, tu as l'impression qu'il y a des personnes, justement, qui ont façonné ton parcours, qui ont changé les choses de leur rencontre, qui t'ont apporté peut-être une bifurcation particulière? Ah, c'est évident. Enfin, moi, mon parcours, c'est vraiment des rencontres, et au-delà des rencontres, des personnes qui vous font confiance, qui sont satisfaites du travail que vous menez et qui derrière vous appuient. Pour moi, les rencontres qui ont été déterminantes, il y a Serge Fraisse, donc qui était l'élu en charge de la sécurité à l'époque dans le 18e arrondissement et qui était mon maître de stage à la délégation interministérielle à la ville. Puis donc Daniel Vaillant, qui était à la fois ministre de l'Intérieur à ce moment-là, mais qui était aussi maire du 18e arrondissement. Donc Daniel Vaillant, et puis le 18e, sans avoir reconstitué la bande des cadres du 18e, mais il y avait bien sûr Bertrand Delanoë qui était issu du 18e. Donc moi, j'arrivais dans un moment où la gauche venait d'être victorieuse à Paris, avec une vraie dynamique, un vrai souffle. Faut se remettre dans les années 2001, même si ça nous paraît très vieux. Et sans Bertrand Delanoë et sans Daniel Vaillant, je n'aurais eu absolument pas ce parcours-là. Donc oui, ces rencontres ont été à la fois... Est-ce que c'est un peu le fruit du hasard? Enfin voilà, j'étais pas destinée à travailler pour des élus socialistes. J'étais pas destinée. Ce qui m'intéressait, moi, c'était les thématiques, en l'occurrence la politique de la ville. Alors le 18e arrondissement a des quartiers populaires. C'est en cela que il y avait du sens aussi à aller travailler dans le 18e arrondissement. J'aurais pas pu faire la même chose dans le 7e ou le 8e, bien évidemment. J'aurais pas eu ce goût du terrain que j'avais dans le 18e arrondissement. Donc ça, c'est quand même, il faut provoquer la chance. Et j'ai eu la chance de travailler avec ces personnalités-là qui vous apprennent énormément. Parce qu'ils ont eu, certes, des victoires, mais ils ont eu aussi beaucoup de défaites avant. Et je crois qu'on apprend aussi beaucoup des défaites en politique. C'est avec beaucoup de recul, finalement, qu'on se dit qu'on a appris. Mais ça tanne le cuir et c'est important. Surtout quand on voit après la suite du parcours, c'était pas mal d'avoir le cuir tanné dès le début. Justement, je te propose de nous en parler de ces suites de parcours avec effectivement un besoin un peu de blindage à certains moments. J'ai eu vraiment beaucoup de chance déjà. Sur mon parcours, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le 18e avec les éducateurs de rue, les services de police. Les problématiques sur lesquelles je bossais, c'était les enjeux de récidive des jeunes. Je bossais beaucoup sur la traite des femmes, notamment la traite des femmes africaines dans la prostitution, dans les réseaux de prostitution. La traite des mineurs aussi, qui étaient utilisés dans des réseaux de mendicité. J'ai travaillé beaucoup sur les enjeux très concrets de sécurité, sur la prise en charge des toxicomanes, avec dans le 18e des problématiques notamment liées au crack. Voilà, tout ce qui avait trait à la prévention, l'insertion et la sécurité, et notamment les publics en difficulté. Donc un métier en direct avec les habitants, parce que les problématiques étaient nombreuses et complexes à vivre pour bon nombre d'habitants. Donc c'est des problématiques en effet complexes, mais qui montrent que la réponse, c'est pas il y a qu'à Faucon. Enfin voilà, ça demande du partenariat, ça demande d'écouter tout le monde et ça demande de trouver une voie de passage, et ça vous conforte dans l'idée que l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est notre dénominateur commun. Donc c'est jongler avec ça. Ça m'a énormément appris. En 2008,
J'étais plutôt, je venais d'avoir l'écrit pour devenir attachée territoriale. Mon mari, enfin qui n'était pas encore mon mari, avait sa boîte d'informatique à Bordeaux et j'étais destinée à le rejoindre en tant qu'attachée territoriale à Bordeaux. Et puis patatras, je me casse le pied. Premier jour de vacances, le 13 juillet 2007. Et puis, j'ai un échange tout de suite avec Daniel Vaillant à la rentrée 2008. Bon, je suis là avec mes béquilles. Et vraiment, il me dit, bon, bah là, on va constituer la liste du 18e et avec Bertrand Delanoë, on voudrait vraiment que tu aies ta place dans cette liste. Et j'avais travaillé pour des élus, mais je m'étais jamais imaginé, moi, en dehors de l'ombre, finalement. Et ils avaient plutôt apprécié le regard que je portais, le travail que j'avais mené depuis 7 ans. Bah, j'ai été numéro 2 de la liste du 18e, premier Daniel Vaillant, troisième Bertrand Delanoë. Et donc, c'est la première fois que j'ai été élue. J'ai été élue à 30 ans, à la fois comme élue du 18e en charge de la sécurité et la prévention, et puis adjointe de Bertrand Delanoë sur une thématique plutôt départementale, qui était l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, de 2008 à 2011. Et donc, j'ai géré un budget qui était de 380 millions d'euros à l'époque, et les 5000 jeunes qui sont gérés par les placés à l'aide sociale à l'enfance, dont à peu près 1500 qui étaient des mineurs étrangers isolés ou non accompagnés. Donc des jeunes Afghans, des jeunes qui venaient de plein de pays dans des situations de crise majeure et qu'il fallait bien évidemment qu'on insère et socialement et professionnellement. Donc une super opportunité, une super expérience et un gros boulot qu'on a mené. On a créé le schéma départemental de protection de l'enfance, on a ouvert des centres maternels, on a créé des structures avec France Terre d'Asile pour accueillir les jeunes mineurs étrangers isolés. Ça a été ma première aventure, on va dire, en tant qu'élue, et c'était une thématique à la fois qui me tenait à cœur, et on a fait un super boulot. On a essayé de faire pas mal de choses. On partait de loin quand même sur ces sujets-là. Et j'ai toujours eu à cœur de lier à la fois les sujets sociaux et les sujets, bien évidemment, d'emploi et de formation. Et c'est là que ça a vraiment commencé. On sent quand même beaucoup de richesse, où tu as rebondi de mission en mission, avec des variétés, des nouveautés, où tu as un peu monté en compétences, monté en connaissances à chaque fois, on t'a fait confiance. C'est quoi l'ingrédient secret, le fil rouge, on va dire, qui t'a permis, comme ça, qu'on te donne ta chance sur des nouvelles missions avec des nouveaux collaborateurs? Le partenariat, le respect, l'écoute et le respect des missions des autres. Par exemple, quand j'ai travaillé avec des éducateurs de rue, je suis allée avec eux sur le terrain. Quand j'ai travaillé avec des associations qui travaillaient en direction du public, notamment des femmes qui aidaient les femmes en situation de prostitution, j'allais faire des maraudes. C'est-à-dire vraiment, j'ai voulu comprendre la réalité de leur mission pour derrière pouvoir bien comprendre leur complémentarité et ne pas leur demander des choses qui les mettaient dans un conflit de valeurs ou dans un conflit par rapport à leur mission première et par rapport à leur public et la relation de confiance qu'ils tissaient avec leur public. Et je pense que c'est ça, cette recherche du dénominateur commun, essayer vraiment de mettre, d'animer ce partenariat et de le faire avec beaucoup de respect des missions des uns et des autres, en n'oubliant jamais le public derrière. Je pense que c'est ça, ma force. Et au-delà de tous ces moments de collectif, de partenariat, de respect qui ont amené plein de belles choses, est-ce que tu as eu des moments de doute, des failles, où tu t'es remise en question, où tu t'es demandé... Le Conseil de Paris est quand même une bonne école parce que ça fight. La vie politique est parfois violente, c'est un combat de tous les jours. Lorsque vous avez plein de mineurs non accompagnés qui sont autour du canal Saint-Martin, qui arrivent là et qui sont parfois dans la main de passeurs qui font même payer la prise en charge de l'ASE à ces jeunes quand même, faut se rendre compte de la réalité, et que vous devez rapidement les mettre à l'abri et les protéger, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Vous êtes le territoire parisien
Il y a pas d'étanchéité entre ce qui se passe dans des pays en guerre et la réalité. Il peut y avoir 80 jeunes qui arrivent un vendredi soir, qui ont nulle part où dormir. Enfin, vous vous rendez compte de la réalité de laisser des mômes dans la rue, dehors, la nuit. Et ça, c'est pas compris par tout le monde non plus. Voilà. Et en même temps, ça, c'était un combat aussi politique qu'on avait avec l'État à ce moment-là, qui venait de supprimer le défenseur des enfants, par exemple. Donc, c'est des moments très complexes. Il y a des vies en jeu derrière, des prises en charge en jeu. Et en même temps, il y a un combat politique sur notre capacité à les accueillir ou non, notre capacité à prendre en charge d'un point de vue sanitaire en même temps avec la sécurité. Donc, tous ces enjeux-là sont complexes. Et toi, Myriam, la femme là-dedans, comment tu l'as vécu? À quoi tu t'es rattachée pour dépasser ce doute et ces craintes? Je pense que le collectif. Je me suis rattachée au collectif. La vie politique, c'est des décisions collectives. Et là, en l'occurrence, c'était Bertrand Delanoë, toute l'équipe municipale, j'en faisais complètement partie. Et c'est ce collectif qui est en défense. Je pense que la politique va mal lorsque c'est des aventures individuelles et lorsqu'il n'y a plus de collectif, justement. Mais à l'époque, on avait un vrai collectif avec un vrai chef qui était Bertrand Delanoë, qui vraiment nous a permis de nous protéger. Je pense que ce qui est important, c'est d'aller expliquer. C'est ça notre force à ce moment-là. C'est de ne pas reculer et d'aller véritablement dire quels sont les enjeux. Se battre aussi pour ces publics-là, c'est aussi essayer d'apporter des réponses autour de ce que doit être l'intérêt général et d'élever la conscience sur des réalités qui sont dures. On a eu des moments de chaud, oui, bien évidemment. Quand on a fermé le Square Léon le soir, oui, on a eu des poubelles incendiées, on a eu parfois un peu peur pour se faire courser dans le parking de la Chapelle à 15h par des craqueurs. J'ai eu des moments un peu de chaud comme ça, mais c'était pas... c'est la vie d'une conseillère technique qui fait du terrain. Quand j'entends ça, je me dis, cette femme, elle est blindée quand même, parce que là, tu dis que finalement, toi, personnellement, ça a été parce que tu as pu te rattacher au collectif. Et de ce que tu m'avais dit, il m'a semblé que ça a été un peu la même chose à l'époque où tu as reçu des messages déplacés ou des insultes. Pareil, tu l'as vécu d'une façon assez finalement forte, avec un blindage également. Je pense que je suis assez blindée depuis toujours. Mon grand-père breton avait une ferme polyvalente, a été éleveur de cochons. Le sens de la terre, le côté paysan breton où on avance et je pense que j'ai gardé ce côté, on garde l'objectif, le cap et quoi qu'il arrive, on tient. Voilà. Donc ça, je pense que c'est dans mes origines bretonnes que je dois le puiser. Enfin, en tout cas, dans ma vie, en tout cas, ça me fait bien penser à mon grand-père. Et on a toujours été élevés que ce soit de mes deux côtés, on se plaint pas, on avance, le travail, le respect des autres, trouver du sens, et on avance. Voilà. Et on ne se plaint pas. On ne se plaint jamais. Donc, je pense que des deux côtés, en tout cas dans ma vie familiale, c'est un peu l'éducation que j'ai reçue. Peut-être que dans 10 ans, je vais tout me reprendre en direct, mais en tout cas, j'ai plutôt avancé souvent de cette manière-là. Ça serait mentir que de dire dans ma vie politique, je n'ai pas eu de moments de doute ou de moments difficiles. J'en ai eu bien évidemment au moment de la loi travail, où là, ce que j'ai dû développer, c'est la distance entre le personnage public et la réalité de ce qu'on est. Voilà. C'est compliqué de vivre avec l'image de avec une image qui est différente de ce que vous êtes finalement, en tout cas de ce que perçoivent ceux qui vous connaissent. Il me semble que j'ai appris, me blinder, ça a été quoi? Ça a été me couper aussi des réseaux sociaux. Je le dis très clairement, je supporte de moins en moins les réseaux sociaux, les outils numériques, même les différents groupes WhatsApp. Je ne supporte plus cela parce que j'ai décidé de me protéger finalement. Voilà. Il y avait une telle violence qui s'est accompagnée en plus d'autres choses, qui étaient des menaces de mort sur moi, sur mes filles, qui étaient des tags sur les véhicules de mes voisins, des salles sur ma boîte aux lettres de mon domicile privé, des appels au meurtre. Voilà, on peut se battre pour des idées, mais on n'attaque pas les personnes. Et donc, moi, voilà, j'ai complètement coupé avec ça. Et ça a été quand même, si je suis tout à fait honnête avec toi, ça a été une des raisons
pour laquelle j'ai arrêté aussi la vie politique. C'est-à-dire qu'à 40 ans, quand on est plein d'énergie, on ne mérite pas ça. Et pour que ça ne m'attaque pas psychologiquement, pour que je garde justement et mon énergie positive et mon optimisme, qui est pas un optimisme béat, mais non, mais tu vois bien que parce que j'ai travaillé pour les publics dont je t'ai parlé à l'instant, les jeunes en difficulté, lorsqu'on voit les ressorts qui sont les autres pour s'en sortir avec ce qu'ils ont pu vivre. Ce que moi j'ai pu vivre, c'est des petites misères finalement. Enfin, c'est rien par rapport à leur parcours à eux, et ils ont trouvé les ressorts pour se relever. Donc, j'ai jamais été dans la plainte. J'ai pas eu de blues du tout lorsque mes fonctions gouvernementales se sont arrêtées. J'ai eu surtout l'envie de profiter de mes filles, de ma famille, de mes amis, et de prendre le temps de réfléchir à ce que j'allais faire par la suite. Et je pense que ça a été très important pour moi à ce moment-là de couper complètement les enjeux les réseaux sociaux qui font du mal. Donc, de ce que j'entends, il y a deux choses. Il y a déjà, si on pouvait prendre un petite partie de la force de Myriam pour se blinder quand professionnellement, parfois il y a des coups durs, c'est de faire une distinction et de mettre une distance entre son moi professionnel et son moi personnel, et notamment se déconnecter des réseaux, ça peut aider. Et là, il y a autre chose qui peut aider. J'ai la chance, donc j'ai plein de potes et on est une belle bande depuis de nombreuses années. Je suis assez fidèle en amitié, et ma famille, mes potes, ne faisaient pas du tout de politique. Et donc, eux me renvoyaient l'image de ce que j'étais, de ce qu'ils me connaissaient depuis toujours. Et mon parcours qu'ils connaissaient. Parce qu'il y a un côté très bizarre quand vous êtes, notamment quand j'étais ministre. Pour certains journalistes, je n'avais jamais travaillé. Ce qui est quand même... Donc, ça vous aide à prendre une distance entre la personnalité publique et ce que vous êtes. C'est-à-dire que on vous invente une nouvelle vie. Donc, on vous dit que vous avez jamais travaillé. OK, c'est parce que les premières expériences professionnelles, peut-être qu'ils les considèrent pas suffisamment respectables à leurs yeux. Voilà, sans doute, je sais pas. Donc, vous avez jamais travaillé. Vous êtes une apparatchik. Bon, OK. Donc, et on vous envoie une telle image, finalement. Il y a un côté ardoise magique. Vous avez rien fait du jour au lendemain. Vous êtes sorti comme d'un œuf de Pâques. Hop, surprise. Vous n'avez rien fait avant. Je me rappelle mon papa qui me disait, mais tu veux que j'aille leur dire? Non, papa, reste tranquille. Il y a pas besoin. Ne t'inquiète pas. Mais il me dit, mais pas possible, t'as bossé. Enfin, moi, je peux témoigner. Non. Et donc, il y a un côté tellement un peu, ardoise magique à chaque fois, où en fait quand on efface, enfin ardoise magique, ça parle à une certaine génération, mais où on efface une partie de votre parcours d'un coup, et donc ça vous aide à prendre une distance, parce qu'il y a des choses qui sont complètement fausses aussi, donc il y a quand même une réalité par rapport à cela. Donc il y a bien sûr ce blindé des réseaux sociaux, et il y a tellement, et je le vois sur des jeunes, quand je vois des jeunes qui s'en prennent plein la tête sur les réseaux sociaux, je me dis psychologiquement comme ça doit être difficile pour eux, parce que moi j'avais plus de 30 ans, j'avais eu une expérience politique avant qui m'avait un peu mis sur les devants de la scène et qui m'avait permis d'apprendre à riposter, à me défendre. C'est très dur pour eux, c'est-à-dire que à un moment on a quand même le sentiment que il y a tellement de messages et tellement de messages de haine, on a le sentiment à un moment que tout le monde pense ça. Voilà. Et donc, quand vous rencontrez des personnes en vrai, vous imaginez qu'ils ont pu être un de ces haters sur les réseaux sociaux. Donc, psychologiquement, c'est extrêmement compliqué. Il faut être hyper bien accompagné, dans ces moments-là. Oui, donc tu reparles de s'ancrer dans la réalité, le terrain, ce qui depuis le début, de toute façon, est un moteur pour toi. C'est là où ça a du sens. Enfin, c'est là où on est utile, en tout cas. Où on voit l'impact de ce qu'on fait, et c'est là où on est utile. Alors justement, l'utilité, parlons-en. Quand tu as décidé de fermer cette partie de ta vie, de la vie politique, est-ce que ça a été évident de savoir ce que tu voulais faire ensuite? Comment tu as fait ton choix de la nouvelle direction que tu voulais prendre? Ça serait mentir de dire que c'était évident. Ça a été même une introspection, un cheminement qui demande de faire un peu le vide dans sa tête et de choisir, d'essayer de définir quelques priorités. Concrètement, moi je quitte mes fonctions ministérielles
en mai 2017. Et puis concrètement, vous avez des indemnités de ministre pendant 3 mois après la fin. Donc, mon mari avait vendu sa boîte pour s'occuper des filles, puisque ma petite dernière avait 11 mois quand j'ai été ministre. Donc là, ça va être un petit peu, je vais parler un peu de ma vie, mais ça compte quand on veut se reconvertir. Il y a quand même des choses concrètes auxquelles on doit penser, à savoir, lui avait quitté sa vie professionnelle pour se consacrer aux filles, c'était son tour. Voilà, je lui devais bien ça, puisque il s'est occupé des filles, et donc c'était à son tour, en tout cas, d'aller au bout de son projet entrepreneurial sur lequel il réfléchissait depuis quelques mois. Mais qui dit projet entrepreneurial, dit incapacité à avoir d'avoir un salaire tout de suite, bien évidemment. Et, c'est ça la vie aussi des entrepreneurs, puisque on a des indemnités pendant 3 mois, donc ça s'est arrêté en août 2017. Et donc, heureusement, j'avais mes indemnités en tant que conseillère de Paris qui sont autour de 2 000 €. Mais il fallait que mon mari ne gagnant rien, il fallait que je trouve une activité, bien évidemment. Donc ça, c'est un premier élément qui fait que vous devez prendre du temps, mais pas trop non plus. Voilà, très concrètement. Et je pense que tout le monde se pose cette question et elle n'est pas honteuse de se la poser. C'est une vraie réalité lorsqu'on veut se reconvertir. Ces exigences-là sont importantes. Le deuxième sujet pour moi, c'était que je sortais une forme de lessiveuse, on va dire comme ça, et j'avais besoin de retrouver une certaine liberté, j'avais besoin de retrouver le terrain et une utilité. Voilà, ça, j'en étais sûre, c'était important pour moi. Mais je voulais pas avoir de patron. Donc, très naturellement, j'ai voulu m'orienter vers une aventure aussi entrepreneuriale, qui peut paraître contradictoire avec le premier enjeu qui est l'enjeu financier, mais néanmoins, j'avais vraiment envie de cela. Troisième élément, je voulais vraiment sortir de la vie politique. Mais vraiment sortir, c'est-à-dire pas dire je sors un petit peu pour voir un peu ce qu'il y a ailleurs et puis je reviendrai. Non, j'avais plus le ressort pour. Voilà. Et donc je voulais sortir de la vie politique et surtout je voulais être véritablement indépendante et ne devoir rien au monde politique. C'était très important pour moi. Donc j'avais la chance quand même d'avoir un réseau. Je pense que la reconversion d'un ancien ministre, de fait, c'est différent. Enfin voilà, on va pas ici raconter de bêtises par rapport à cela. J'avais quand même beaucoup de chance pour envisager ma reconversion, quoi qu'on en dise. Et ça s'est fait plutôt naturellement, avec plus le réseau, on va dire, du monde professionnel, des DRH, des directeurs généraux d'entreprises et autres. Avec aussi un autre élément, c'est qu'on relève de la haute autorité de transparence de la vie publique. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas aller vers toutes les entreprises. Tout ça est bien, il y a une décision de la haute autorité qui vous autorise à faire, parce que moi j'ai créé ma boîte de conseil à l'époque, donc il me dit avec quelles entreprises j'ai le droit de travailler, quelles autres, donc tout ça est assez bien organisé, donc ça c'était vraiment important aussi dans ce cadre-là. Mais donc très clairement, c'est petit déj, dîner avec des acteurs de l'entreprise pendant 2-3 mois, et après tout au long de la vie de mon entreprise. J'ai eu des doutes à ce moment-là, parce que j'ai eu des propositions d'emploi salarié. Et donc, j'avais à la fois l'exigence financière qui m'attendait. Enfin, en tout cas, c'est bien d'être patient, mais il faut pas l'être trop non plus. Et mais c'était des postes qui me convenaient pas. Donc, j'ai eu le luxe quand même de dire non à des postes qui étaient des postes directrices des relations publiques ou institutionnelles, en gros, de faire du lobbying, qui est pas, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et donc, c'est aussi faire un peu le tri. Alors, le tri dans ces réseaux, ça c'est très important. La deuxième chose, c'est quoi mes valeurs motrices? C'est ça pour moi la question qui a été la mienne. C'est quoi mes valeurs motrices? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans quel cadre? Voilà, c'était très important et j'avais envie vraiment de me relégitimer vis-à-vis des salariés, de faire un vrai boulot de terrain. Donc j'ai fait du conseil en ressources humaines. Et d'ailleurs, mes premières missions, en tout, c'est près de 400 vendeuses dans les réserves des magasins que j'ai pu interroger dans des enseignes d'habillement. Ça a été passionnant et en même temps, j'ai été un peu leur porte-voix, ce qui était aussi utile, bien évidemment, pour les entreprises pour lesquelles je travaillais dans ce cadre-là. Mais c'était ça, vraiment, qui était important. Mais quelle valeur motrice?
quel réseau on utilise et la gestion du temps. Qui est le plus complexe, la gestion du temps, parce que ça demande à la fois de la patience pour bien définir son projet, et en même temps, on a peur de laisser passer des opportunités, et donc on veut tout faire en même temps, mais quand on veut tout faire en même temps, on fait pas bien les choses. Donc, il y a une patience on va dire il faut apprendre à être patient et en même temps à être ferme sur ses valeurs motrices. C'est pas facile. Et c'était quoi ces valeurs motrices pour toi alors? Ce qui était important pour moi, c'est d'être utile, on va le dire comme ça. Donc, autour de l'utilité, d'être un peu le porte-voix de ceux qui n'étaient pas forcément toujours écoutés. Et d'ailleurs, vous le regardez bien, j'ai travaillé beaucoup avec les vendeuses dans le retail, qui ont beaucoup de temps partiel subi, qui sont pas toujours incentivées par rapport au e-commerce, qui ont peur sur l'évolution de leur métier. J'ai beaucoup travaillé après, par la suite, sur les enjeux, notamment du secteur médico-social, sur les auxiliaires de vie. Donc, vous vous rendez compte que c'est souvent des métiers souvent féminisés, avec peu de reconnaissance et peu de perspectives d'évolution. Donc, voilà, j'avais envie de travailler en direction de ce public-là. Donc si je résume, tu avais à la fois une aspiration, on pourrait dire, de démontrer la compatibilité de l'efficacité économique et sociale, un besoin d'utilité et un moteur tourné vers l'autre, l'écoute et le connecter, qui ont défini ton projet. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on se lance, comment ça se passe niveau légitimité quand on débute une nouvelle vie dans le privé, dans le conseil après toutes ces années? Alors, et c'est là où le réseau est important, c'est-à-dire que j'ai plein de copains qui faisaient du conseil et qui m'ont beaucoup accompagné à ce moment-là. Et alors, ils m'ont accompagné pour plein de choses. Votre tarif jour, vous savez pas à quel prix vous allez vous vendre, la durée des missions. Donc voilà, c'est un vrai apprentissage. Et là, c'est passé beaucoup de temps avec des personnes qui font le même métier, et qui, moi, j'ai des copains qui ont aujourd'hui plus de 70 ans, qui ont travaillé pendant 40 ans dans ces métiers-là et qui m'ont vu un peu comme leur petite sœur et qui m'ont beaucoup appris. Voilà. Donc là, c'est l'humilité, passer du temps, travailler. J'ai énormément bossé, à la fois sur le métier du conseil, mais en même temps, sur les secteurs d'activité dans lesquels j'intervenais. Il n'y a que le travail qui vous permet d'être à la hauteur aussi sur ces enjeux-là. Donc, à la fois, trouver quelque part des sponsors qui font le même métier et qui vont vous le transmettre. Alors, c'est très drôle parce que moi, je travaille beaucoup avec ce qu'on pourrait appeler des seniors, mais dans mon réseau, on va dire les plus de 65 ans, 70 ans m'ont énormément apporté. Je trouve qu'ils ont la sagesse et le recul, comme s'il y avait plus d'enjeux pour eux et qui sont véritablement dans la transmission sincère et authentique. Ce qui est important, c'est d'être aligné dans ses valeurs, c'est-à-dire ne pas être dans un conflit de valeurs par la suite. Voilà. L'enjeu économique, l'enjeu financier aurait dû me faire accepter très vite un poste de RP dans telle ou telle grosse boîte. J'aurais été en conflit de valeurs, je pense, si j'avais fait ça à ce moment-là. Donc, c'est des choix. Ça paraît toujours beaucoup plus simple maintenant de raconter son parcours et de voir quels ont été les jalons, mais on avance en marchant. Je suis contente d'avoir résisté à cette tentation d'accepter des emplois salariés à ce moment-là. Après, ma boîte a super bien marché et j'ai eu la chance de rencontrer un PDG qui est celui de la boîte dans laquelle je bosse, qui avait envie, au sein de Diosasi, de lancer du conseil RH, qui avait acheté 2-3 petites entreprises dans ce cadre-là et qui m'a proposé de faire ce que je faisais avec ma boîte, mais en gagnant beaucoup plus de temps, avec des équipes, avec des développements autour des data qui étaient possibles. Et donc là, j'ai retrouvé à la fois l'aspect liberté, l'aventure entrepreneuriale, parce que c'est une vraie boîte d'entrepreneurs, et en même temps la sécurité aussi. Donc c'est comme ça que j'ai concilié, et ça s'est fait bien 2 ans après. Mais le moment décisif pour moi, c'est vraiment quand j'ai fait le tri dans le réseau, quand j'ai décidé quel réseau j'allais actionner et pas l'autre, quand j'ai fait le choix du refus de salariés pour l'aventure entrepreneuriale, avec les craintes et les risques et les doutes que ça émet, et puis poser les petites graines. Et là, c'est passé du temps.
C'est vraiment petit-déj, dîner, réunion l'après-midi, non-stop, pendant des mois et des mois. Et là, quand tu as dit non, que tu as osé dire non à ces propositions, c'est un moment fort. Est-ce que tu penses à un autre moment comme ça où tu aurais pu te surprendre, t'étonner toi-même ces dernières années dans ta vie professionnelle? Tout à fait. J'en ai un autre en tête qui est pas commun. C'est que on doit être en 2018, au moment du 8 mars 2018. Donc j'ai un enjeu de réputation aussi avec mon entreprise. J'ai un enjeu de important puisque mon entreprise est lancée depuis quelques mois et j'accepte de jouer les monologues du vagin au théâtre Bobino. Proposition donc je le fais avec de Coralie Miller, qui est notre metteur en scène, qui est une fille assez remarquable. Et donc on n'est pas comédienne, et je le fais avec Marlène Schiappa et Roselyne Bachelot. Je le fais pour une raison, c'est que je connais le travail d'Eve Ensler autour des monologues du vagin, qui sont des textes sur des femmes dans plusieurs situations qui sont confrontés à plusieurs situations, le vieillissement, la guerre, le viol, des choses parfois positives, des choses parfois drôles, des choses parfois très douloureuses, et qui portent ces textes de femmes sur scène. Nous l'avons fait pour récolter de l'argent pour une association qui travaillait en direction de femmes victimes de viol. Et donc nous sommes montés sur scène pour lire les monologues du vagin, avec dont la partie gémissement. Alors, c'est complexe. C'est complexe parce qu'on n'est pas comédienne, et on se dit, bon, c'est assez flippant quand même. C'est drôle pour moi parce que je rêvais d'être comédienne. Et alors, de jouer au théâtre Bobino sur des textes et monologues du vagin, remettez-moi plus de 20 ans avant, jamais j'aurais cru cela possible. Et puis on essaie de bien le faire. Et c'est pas notre métier, et on n'attend pas à ce que ce soit notre métier. Le but, c'est que ce soit justement, les anciennes politiques ou des politiques en exercice qui portent ce texte, et ça l'enjeu. Et ça a été une super belle aventure. Et je remercie vraiment Jean-Pierre Dumontet de nous avoir fait cette proposition, parce que c'était un moment important, et je crois que c'est près de 5 000 € qui ont été récoltés pour l'association ce soir-là. Donc on a rempli la salle. Mais je me suis surprise. Accepté tout de suite. C'est une belle réussite pour une femme qui rêvait d'être comédienne à une époque, comme tu viens de le dire. Est-ce que je peux te demander pourquoi, finalement, tu t'es écartée de cette possibilité de devenir comédienne? Alors, côté très bon élève, finalement, mon prof de théâtre, un jour, me dit... donc, je travaillais dans le magasin de photocopie de mon papa. En même temps, j'avais... le théâtre et en même temps la fac de droit, et il me dit, il faut que tu arrêtes la fac, faut que tu te consacres au théâtre à 100%. Et je n'ai pas eu le courage d'arrêter la fac de droit. Voilà. J'ai eu peur de la galère. Mon mari travaille notamment pour aider les artistes à vivre de leur métier, mais la vie... et mon mari est un ancien musicien professionnel. La vie d'artiste n'est pas une vie forcément facile, où toute l'expérience et tout le travail qui est le leur n'est pas toujours reconnu, parce qu'il faut beaucoup d'entraînement pour arriver à faire soit un morceau de musique, soit à développer son jeu d'acteur ou de comédien. Et ça n'est pas toujours pris en compte. Et donc, je réussissais plutôt bien à la fac de droit, et donc je me suis même dit, j'ai anticipé, je me suis même dit que mes parents ne trouveraient pas ça entendable, on va le dire comme ça. Et t'as réussi quelques années après à remonter sur les planches, donc ouais. Félicitations. Et ma mère était dans la salle et a apprécié. Et justement, en tant que maman aujourd'hui, parce que là, donc c'était la Myriam fille qui voulait devenir comédienne et qui a donc finalement choisi une autre voie. En tant que maman aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais pour tes filles comme aspiration professionnelle, ou en tout cas, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, aspiration, elles sont petites, elles ont 8 et 11 ans. Donc, aspiration professionnelle, aucune. Ce que je leur dis, et avec Loïc, on est plutôt, on dit la même chose, c'est que pour nous, c'est important qu'elles aient des passions, qu'elles aient qu'elles soient curieuses, et qu'elles aient, des choses qui les animent, quelle que soit cette passion. Voilà. Pour moi, c'est ça qui est extrêmement important. Ce serait le message que tu voudrais leur transmettre? Oui.
Et alors, non, il y a un deuxième message que je veux leur transmettre, que ma mère me l'a suffisamment rappelé, c'est travail pour être indépendante, pour ne dépendre de personne. Voilà, j'ai été un peu élevée là-dessus, ça peut paraître encore un peu old-fashioned, mais je pense que c'est important qu'elles aient le maximum de choix, finalement. Et en parlant de choix, tes choix, tu dirais que tu les fais plutôt intuitivement ou de façon raisonnée? Trop raisonnée. Le cri du cœur. Ouais, trop raisonnée. Ouais, mais je pense qu'on est tellement de femmes à être dans cette situation, j'ai quand même encore le syndrome... on dit qu'on est scolaire, bon élève, toujours rentré dans le moule. Je pense que je me fais pas suffisamment confiance sur l'instinct. Alors que dans mes relations, ça peut être très instinctif finalement. Mais moi, pour mes choix personnels, je vais être toujours très très raisonnée. Et trop. C'est cash, hein. Au moins, c'est honnête avec toi-même. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais te dire par rapport à ça, si tu devais changer quelque chose? Lâche prise. Oui, de lâcher prise. Moi, je suis toujours... Bon, j'ai vécu des moments compliqués, donc je vais pas dire que j'ai un côté un peu parano, mais c'est-à-dire que j'imagine toujours le pire. Enfin, alors ça me pèse absolument pas sur mon mental. Je suis plutôt un mental très positif. En plus, j'ai été joueuse d'échecs, donc vous voyez, essayer d'anticiper toujours les billards à 3 bandes, 4 bandes, et essayer enfin, ça n'a rien à voir avec les échecs, le billard, tout le monde l'aura compris, c'est l'expression qui me vient, mais en tout cas d'anticiper à plusieurs coups, et donc d'imaginer le pire pour bien envisager la meilleure solution. Mais ça, c'est parce que voilà, j'ai connu les forces sociales du pays par moment, et tout ça n'était... Et puis t'es parfois dans un jeu de théâtre ou un jeu de posture aussi. Voilà. Et donc moi qui aime m'ancrer vraiment dans la réalité, j'ai du mal avec les jeux, les postures, etc. Je préfère, voilà, j'aime bien quand les jeux sont dévoilés et qu'on avance sur la réalité des choses. Voilà, je suis plutôt quelqu'un de très ancré sur le réel. Mais c'est mon côté aussi... Peut-être ce qui me raccroche à la terre aussi et à mes origines. Je sais pas si c'est un peu caricatural de dire ça, mais dans l'éducation que j'ai eue, c'était pas l'éducation aujourd'hui où on donne énormément de confiance aux enfants, où on dit tous les 4 matins qu'on les aime, etc. Moi, je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait que mes parents m'aimaient, mais on n'était pas du tout dans la démonstration. Et leurs parents à eux ne l'étaient absolument pas, encore moins qu'ils n'ont pu l'être avec moi. Donc, l'empathie, la bienveillance, elle ne se fait pas dans la démonstration. Pour moi, elle est dans l'authenticité. Voilà. Et en parlant d'authenticité, ton besoin d'utilité, tu l'as exprimé récemment quand tu as répondu à l'appel solidaire d'ouverture de ton réseau. Et merci à vous, vous m'avez mis en relation avec Eugénie. Eugénie qui commence une formation pour être conseillère en insertion professionnelle auprès des jeunes. Comment ça s'est passé, votre premier échange? Alors, on a eu un premier échange fort sympathique, elle est hyper dynamique. Elle en a vraiment sous le pied, enfin, en tout cas, elle a beaucoup d'énergie. Elle sait précisément ce qu'elle veut faire. Ce qui est, bravo à vous, parce que vous l'avez accompagnée aussi pour ce cheminement. Elle est dans le territoire de la Haute-Vienne, donc il faut qu'on arrive à trouver et l'environnement de travail et surtout le sens et l'utilité, c'est-à-dire le public pour lesquels elle veut bosser. Donc super premier échange, et on se revoit dans une petite semaine pour défricher réellement, au-delà on a défriché dans un premier temps le métier et la structure. Maintenant, on va défricher les opportunités qu'il y a sur le territoire. Voilà. Pour être assez efficace, parce qu'on a une alternance à trouver pour le 30 mai, donc on n'a pas de temps à perdre. Et non, c'est une très belle aventure. Bon, toi, Myriam, Eugénie, tu la connais, mais je propose à nos auditeurs d'écouter son parcours et de l'écouter se présenter.
Bonjour, alors moi c'est Eugénie, 35 ans. Je viens d'arriver en Haute-Vienne, tout près de Limoges, où on a acheté un corps de ferme à rénover avec mon compagnon. Donc voilà, on est tout fraîchement arrivé depuis toute fin d'année dernière dans la région. J'ai un parcours assez riche, dense et éclectique, on peut le dire. J'ai entre autres dans le désordre été professeur de danse classique, professeur de musique, j'ai été géo-scénographe au Club Med, j'ai été tapissière en siège, j'ai travaillé chez Enedis sur des plateformes d'appel. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'en ai fait beaucoup. J'ai travaillé dans la vente aussi. Il m'est arrivé d'aller travailler à l'usine. J'ai contacté Chance suite à mon dernier emploi salarié. Donc je travaillais dans un centre de formation d'apprentis dans le BTP, bâtiments et travaux publics. Et donc j'avais l'intitulé de poste conseillère en insertion professionnelle. Donc j'accompagnais des jeunes, notamment dans la construction de leurs projets professionnels. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'étais pas du tout d'accord avec le fonctionnement de la structure dans laquelle j'évoluais, et je me suis posé beaucoup de questions à savoir si vraiment ce métier-là me plaisait ou pas. Est-ce que c'était un problème avec le métier? Est-ce que c'était un problème, ce qui me plaisait pas vraiment avec le fonctionnement de la structure? Et puis, comme on avait ce projet en plus de déménager avec mon compagnon, de changer de région et tout, j'ai pris un temps d'arrêt, un temps où j'ai décidé de ne pas chercher un emploi tout de suite. Et c'est là que j'ai décidé de faire le parcours Chance, parce que j'avais vraiment besoin, là, à 35 ans, de savoir si c'est vraiment ce métier-là qui m'intéressait, si l'accompagnement me plaisait réellement. J'avais besoin de voir aussi les structures. Et puis voilà, j'ai eu un premier entretien par téléphone pour faire un point, et ça m'a vraiment plu, quoi. Ça m'a vraiment parlé, et je me suis lancée dans le parcours Chance. Alors la semaine dernière, j'ai eu la chance donc d'avoir mon premier contact avec Myriam El Khomri dans la suite du parcours Chance, avec les duos Chance en fait. Donc là, double chance. Double chance pour moi, ça prend vraiment tout son sens, ce mot chance. Donc la personne avec qui j'échange pour pouvoir faire évoluer mon projet et lever ces freins éventuels que je pourrais rencontrer du réseau. Donc moi, mon interlocutrice en face de moi, c'est Myriam El Khomri. On a passé une petite demi-heure au téléphone, donc il y a quelques jours. C'était hyper énergisant, c'était assez génial et un peu fou. C'est une personne hyper abordable, très gentille, très ouverte, et donc du coup on a validé le fait qu'elle pouvait effectivement me venir en aide, même si géographiquement parlant, donc elle est plutôt basée sur Paris, mais c'est vrai que son réseau est assez étendu par ses anciennes fonctions, notamment au sein de la mairie de Paris, au sein du ministère du Travail et de l'accompagnement, de l'insertion. Donc voilà, j'ai eu ce premier entretien avec Myriam El Khomri, et nous avons un deuxième entretien où on s'est calé une visio d'1 heure. On a parlé ensemble aussi du plan d'action là, un peu. Elle m'a donné des pistes, voir un peu des associations, voir si ça existerait ici, des collectifs. Donc je suis en train entre autres, d'étudier ces pistes-là. Voilà. Moi, je suis contente de lui apporter l'aide. On m'a beaucoup aidé, moi, dans mon parcours. Je vous ai parlé de certaines personnalités qui ont été là, et qui ont été là dans les moments difficiles et dans les moments faciles et les moments difficiles. Et au-delà du soutien, le boulot, le travail. Je suis désolée, mais on y revient. Mais j'étais pas du tout destinée à toutes ces aventures-là. J'étais pas une apparatchik, j'étais pas dans tous les réseaux. J'étais pas du tout une fille de réseau, hein. Du tout. Et c'est, je veux dire, avant d'être élue politique, etc. Et c'est vraiment le fruit de mon travail, le fait d'avoir, je pense qu'on est concret quand on sait de quoi on parle aussi. Et donc, c'est le travail qui m'a permis cela, tout simplement. Et une carrière d'une femme ou d'un homme que tu admires ou qui t'inspire, ou qui t'a inspiré? Il y en a beaucoup. Bertrand Delanoë.
son sens de l'éthique, sa vision. Mais on a une vision parce qu'on a des convictions fortes. Voilà, il n'y a pas de vision sans conviction forte, parce qu'on est bien ancré. Sa vision, sa patience, il a été dans l'opposition pendant de très très nombreuses années. Le respect des autres, la constance, la cohérence, animer une équipe, clairement. Bertrand Delanoë. Et le travail. Il a énormément travaillé. Il a eu une aventure entrepreneuriale aussi. Il a été conseil pour moi aussi quand j'ai monté ma boîte. Non, c'est... Voilà, clairement Bertrand Delanoë. Donc les mots-clés, c'est le travail, le travail, le travail. J'ai l'impression d'entendre mes parents. Il y a aussi l'éthique, la vision qui va avec la conviction, le respect et le collectif. Si je résume un peu les mots-clés. Okay. Et ça, dans les rencontres, peut-être, ouais. Toutes les rencontres sont importantes, quelles qu'elles soient et quelle que soit la personne rencontrée. Ça veut dire... Ça veut dire que d'avoir toujours le même comportement avec toute personne qu'on rencontre et qu'on ne sait pas de quoi la vie sera faite et que l'empathie, la bienveillance, quelle que soit la rencontre. Voilà. Je pense que c'est très important. Et j'aimerais bien terminer avec une dernière question. Je t'en prie, Philippine. Qu'est-ce que la Myriam de 7 ans dirait de la Myriam d'aujourd'hui ? Quand j'avais 7 ans, au Maroc, je voulais être ministre de la femme. Donc, comment vous dire, c'est drôle. Je voulais défendre les femmes, à 7 ans quand même. Donc, il y a un lien. Alors après, c'est compliqué parce qu'en fait, si on posait à l'inverse, qu'est-ce que la femme aujourd'hui dirait de la petite fille de 7 ans ? J'ai eu la chance de vivre dans une ville hyper cosmopolite, qui est Tanger, un port avec des brassages de culture qui est énorme, avec la pauvreté aussi. Tanger a beaucoup évolué, mais Tanger, dans les années 80, c'était quand même une ville où on trouvait des personnes qui souffraient beaucoup, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'enfants des rues. C'est une ville, la ville en soi, la double culture m'ont beaucoup apporté. Mais par contre, j'étais absolument pas destinée. Mes parents voulaient que je devienne pédiatre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais aimé la biologie. Et je leur ai toujours dit pourtant. Mais voilà. Mais moi, à l'époque, je naviguais entre... alors, l'époque, c'était mise à femme et écrivaine, quand même. J'aimais bien, j'adorais lire. Les livres m'ont beaucoup apporté. Donc, elle dirait quoi ? Elle dirait que j'ai pas vraiment changé, je pense. Je pense que j'ai pas vraiment changé. Je faisais attention aux autres petites. J'ai toujours été un peu la médiatrice de la famille. Toujours. Je suis entre deux garçons aussi. Hein. J'ai un grand frère, un petit frère. C'est sport. Enfin, ça pouvait être sport. Donc j'étais le trait d'union. Merci beaucoup Myriam d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi Philippine et merci à toute l'équipe de Chance pour le boulot et pour les belles rencontres que vous nous permettez aussi. Bon, on a hâte de suivre ce qui va se passer avec Eugénie et merci encore de l'accompagner. Et il y aura de Eugénie et il y en aura d'autres. Merci. Merci beaucoup Myriam. Merci à toi et merci à toute l'équipe. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.